le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir et bon début de week-end. Bienvenue dans la page internationale, le grand journal du 14h, en direct depuis sa newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Le G7 attendu sur les dons de vaccins aux plus démunis. Après les promesses de Joe Biden et Boris Johnson, le G7 attendu sur les dons de vaccins contre le Covid-19 aux pays les plus démunis. Le temps a été donné par Joe Biden. Boris Johnson lui a emboîté le pas. C'est un bon début, mais les ONG veulent que le G7 aille plus loin en suspendant les brevets. Voici un reportage signé Euronews. Les États-Unis ont donné le ton du sommet du G7. Il faut aller vers un partage plus équitable des vaccins anti-Covid-19. En promettant 500 millions de doses de vaccins pour les pays pauvres, Joe Biden a mis la pression sur les autres chefs d'État. La Grande-Bretagne, hôte de la rencontre, a d'ores et déjà promis 100 millions de doses. Les autres dirigeants du G7 vont devoir présenter leurs contributions précises et chiffrées. Au final, le G7 devrait s'engager à redistribuer au moins 1 milliard de doses de vaccins aux pays pauvres. Les États-Unis étaient critiqués depuis des mois pour ne pas avoir exporté les vaccins qu'elle produit et ils veulent se rattraper. Les États-Unis vont acheter un demi-milliard de doses du vaccin Covid-19 de Pfizer pour en faire don à près de 100 nations qui en ont cruellement besoin. C'est une étape historique, le plus grand achat et don de vaccins Covid-19 jamais réalisé par un seul pays. Hier, le président Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont affiché un front uni sur la pandémie. Plus largement, ils ont approuvé une nouvelle charte de l'Atlantique pour réaffirmer leur promesse d'unité face aux principaux défis de ce siècle, cybersécurité, technologies émergentes, santé mondiale et changement climatique. Nous devons le dire, les discussions ont été formidables, elles ont duré longtemps. Nous avons couvert un très grand nombre de sujets, c'est merveilleux d'écouter l'administration Biden et Joe Biden. Il y a tellement de choses qu'ils veulent faire avec nous, de la sécurité à l'OTAN en passant par le changement climatique. Et c'est fantastique, c'est une bouffée d'air frais. Il y a beaucoup de choses qu'ils veulent que nous fassions ensemble. Après les années agitées de la présidence de Donald Trump et le rendez-vous manqué de 2020 aux États-Unis pour cause de pandémie, l'enthousiasme de Boris Johnson est sans doute le sentiment qui anime tous les dirigeants arrivant pour ce sommet du G7 en Cornouailles, dans la station balnéaire de Carby's Bay. Mais cet engagement du G7 sur la redistribution des vaccins est insuffisant pour nombre d'ONG comme Oxfam ou Havas, qui a envoyé ce message depuis la plage de Watergate. Elle réclame la suspension des brevets sur les vaccins pour permettre une production de masse. Présidentielle au Pérou, Fujimori conteste l'avance de Castillo. L'annonce des résultats définitifs au Pérou va prendre encore quelques jours. La candidate de droite Keiko Fujimori, menacée d'un retour en prison si elle est battue, conteste l'avance de son rival de gauche Pedro Castillo en tête de près de 70 000 voix et demande l'invalidation de 200 000 bulletins. La révision des bulletins litigieux a commencé. Voici un reportage signé TV5 Monde. Plusieurs dirigeants latino-américains lui ont déjà adressé leurs félicitations. Le candidat de la gauche radicale savoure. Le peuple demande la justice et il l'aura. Une semaine après le deuxième tour de la présidentielle au Pérou, Pedro Castillo tient la corde avec 50,2% des suffrages et près de 70 000 voix d'avance sur sa rivale. Résultat encore provisoire. On ne peut pas jouer avec la démocratie. Une critique non dissimulée en direction de sa concurrente de droite, la conservatrice populiste Keiko Fujimori, qui refuse de concéder la défaite. C'est tout l'enjeu de cette troisième tentative d'élection pour elle. Battue, elle serait privée de l'immunité présidentielle et retrouverait la prison à terme. Le procureur chargé de l'affaire Odebrecht demande d'ailleurs la révocation de la liberté conditionnelle qui lui a été accordée en mai dernier. Je vais assumer mes responsabilités sans me laisser distraire par ce genre de demandes absurdes, arbitraires et sans fondement.
La fille de l'ancien président péruvien a déjà passé 16 mois en détention provisoire pour financement illégal de campagnes électorales. Elle risque une lourde condamnation pour corruption et a donc fait le choix clair de la contestation. On est dégoûté de tant de corruption. Pedro Castillo est déjà le président, c'est la volonté du peuple. Keiko Fujimori, qui bénéficie elle aussi du soutien d'une partie de la population, réclame l'invalidation de près de 200 000 bulletins de vote au nom d'une supposée fraude dont aucune instance ne s'est fait l'écho jusqu'à présent. Quelle fraude, interroge même en substance le président par intérim. Francisco Agasti invite les partisans impatients des deux bords au calme dans l'attente des résultats. Au Mali, la suspension de l'opération Barkhane est un coup dur d'abord pour l'armée malienne. 8 ans après son arrivée au Mali, la France a annoncé la transformation prochaine de l'opération Barkhane. Au lendemain de cette annonce, les réactions étaient nombreuses dans les rues de Bamako, la capitale malienne. Voici un reportage signé Africa News. 8 ans après son arrivée au Mali, la France annonce la transformation prochaine de l'opération Barkhane et de sa présence militaire au Sahel. Une transformation qui passera notamment par la fermeture de bases de l'armée française. Réaction dans les rues de Bamako. Le retrait unilatéral et la suspension, l'intervention aux côtés des forces armées maliennes, des forces françaises, va être un coup dur en premier lieu pour les armées maliennes et les armées du Sahel en général. Mais ce qui est sûr, cela poussera encore notre pays, sinon les États de la sous-région, à créer des solutions pratiques, des solutions stratégiques afin de pouvoir faire face à cette menace terroriste qui envahit tout le Sahel. Avant de pouvoir affirmer que nous allons chasser les troupes de la force Barkhane, nous devons nous poser la question de savoir d'où est venue cette guerre et de quand elle a commencé. Je pense que le Mali a besoin de l'aide des autres pays pour faire face à cette situation incontrôlable. La France déploie actuellement plus de 5000 soldats au Sahel. La fin de Barkhane ne signifie pas pour autant son désengagement dans la lutte antiterroriste dans cette région. L'accent doit être mis sur des forces spéciales structurées autour de l'opération Takuba. Direction le Nicaragua, à 5 mois de la présidentielle, 4 candidats de l'opposition arrêtés en une semaine. Au Nicaragua, à 5 mois de la présidentielle, Daniel Ortega, au pouvoir depuis 2007 et qui vise un 4e mandat consécutif, accélère la répression politique. En une semaine, le gouvernement a fait arrêter 4 candidats à l'élection, provoquant la colère des partis d'opposition. Voici un reportage de confrères de la RT. Une répression politique de plus en plus forte, mais aussi des opposants de plus en plus déterminés. À quelques mois de la présidentielle qui doit se tenir le 7 novembre, le président Daniel Ortega, qui craint de ne pas être élu une 4e fois, surexploite la loi guillotine. Votée en décembre 2020, cette dernière vise à punir toute tentative d'ingérence étrangère. Nous, les Nicaraguayens, sommes les seuls à pouvoir avoir notre mot à dire et à décider de la marche de notre pays. Il n'est pas possible que des pays ou des États tiers, des organisations internationales, qui ne sont pas nicaraguayennes, imposent leurs décisions à un pays libre, souverain et démocratique comme l'État du Nicaragua. Un simple versement de fonds venus de l'étranger, dont bénéficient un grand nombre de fondations et d'organisations non gouvernementales, peut justifier une arrestation et un emprisonnement. En une semaine, 4 candidats à la présidentielle accusés d'actes contre la souveraineté et de tentatives d'ingérence étrangère ont été arrêtés. Ce mercredi, les partis d'opposition ont fait front commun pour dénoncer les méthodes du gouvernement. Le régime ne peut pas soustraire 6 millions de Nicaraguayens désireux de liberté. Ce n'est pas le projet d'une seule personne. Nous ne parlons pas ici de candidature. Le régime a déjà démontré que même par le biais d'un processus électoral truqué, il n'est pas prêt à se soumettre à la volonté du peuple. Ce sont des actions qui accentuent l'insécurité juridique et matérielle que vivent tous les Nicaraguayens, dans un pays que le gouvernement a l'intention de transformer en une vaste prison. Nous ne nous excluons pas du scénario électoral, sachant pertinemment que nous sommes tous exposés. C'est ce que je voulais dire en conclusion. Nous allons continuer avec celui qui reste. Les États-Unis, qui entretiennent depuis des années des relations conflictuelles avec le Nicaragua, ont imposé des sanctions financières à la propre fille de Daniel Ortega et à des hauts responsables proches du chef d'État. Leurs éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés et l'accès au système financier américain ne leur est désormais plus autorisé.
Comme le démontrent ces sanctions, il y a un prix à payer pour les complices de la répression. Les États-Unis continueront d'utiliser des outils économiques et diplomatiques contre les membres du régime engagés dans cette vague de répression. Washington, qui depuis 2018 ne cache pas sa volonté de faire tomber Daniel Ortega, a récemment qualifié le président de dictateur et appelle la communauté internationale à en faire de même. Alors, en Éthiopie, la famine menace 350 000 personnes au Tigré. Alerte l'ONU. 6 mois après la fin de la guerre au Tigré, la famine menace cette région du nord de l'Éthiopie. Ont prévenu jeudi les Nations Unies, dénonçant le blocage de l'aide par des groupes armés. Voici un reportage signé France 24. Au Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, des centaines de milliers de personnes en sont réduites à boire l'eau de leur bétail ou à se contenter de quelques morceaux de pain. Ce sont 2 des nombreux points énoncés dans le rapport des Nations Unies. Les États-Unis et l'Union européenne réclament une action rapide pour éviter une famine de grande ampleur. To be very honest, people are at a starvation level with excess mortality. This is 350,000 is the highest number we have recorded since the Somalia famine in 2011. Au total, 5,5 millions de personnes auraient besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Ce constat alarmant est la conséquence du conflit qui mine la région entre l'armée éthiopienne et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. Lors du lancement de l'opération militaire début novembre, le Premier ministre éthiopien avait promis une victoire rapide. Mais depuis 6 mois, le conflit s'est enlisé et impacte très fortement les populations locales. D'après l'ONU, certaines zones seraient interdites d'accès aux humanitaires. We need unimpeded access to those areas that we have not been able to reach to this point. And we have faced severe constraints. We are stopped by armed actors from reaching certain areas. Des allégations balayées par le gouvernement éthiopien, qui de son côté affirme que le risque de famine n'existe pas et qu'aucune restriction d'accès n'a été constatée. We don't have any food shortage. It is not a position to declare famine in current Tigray region. Le conflit au Tigré a déjà fait plusieurs milliers de morts. 2 millions de personnes ont dû quitter leur maison pour fuir les combats. C'est le terminus de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation, Erlich Dorelas. Production, Edprod. Réalisation, Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. Un Jacmel, repérant la température pour aujourd'hui. Température sur Boston, 70 degrés Fahrenheit, 21 degrés Celsius. À Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Vendredi 11 juin, début de la Coupe d'Europe des Nations. Les fans du ballon auront leurs yeux rivés devant le petit écran. Et dimanche, la Copa América. Passez un excellent week-end en compagnie de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. Rendez-vous c'est pour lundi. Au revoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.